t'assure en fait grâce à la research que quand tu ships quelque chose, t'es dans le mille. Et nous c'est un peu notre vision. On n'est pas des bourrins de il faut shipper. Moi ma vision c'est beaucoup plus de shipper dans le mille et une fois qu'on y est, on sait que bien sûr il va y avoir des retours à faire notamment sur du bug, tu vois, des trucs que bien sûr on a pu oublier, qu'on n'avait pas vu, mais on sait que 95% de ce qu'on a shippé, c'est bon quoi. Bienvenue sur la French Touch, le podcast dédié au meilleur du produit et design français. Dans ce nouvel épisode, je vais à la rencontre d'Antoine Fabre, directeur produit chez Crème de la Crème. Nous discuterons de la vision d'Antoine sur le marché des freelances et sur l'évolution de l'emploi. Nous parlerons également de l'importance de la recherche utilisateur et de l'utilisation avancée du design system chez Crème de la Crème. Merci beaucoup Antoine de venir sur la French Touch podcast. Tu as fait des études d'ingénieur et tu as notamment travaillé chez Airbus pendant un certain temps avant d'être rattrapé par la fibre entrepreneuriale puisque tu as monté 2 projets, Flency et Readme, sur lequel je suis aussi inscrit, donc qui permet de créer ton CV en ligne de manière simple et très très orienté design. Tu as rejoint Crème de la Crème en 2017, d'abord comme stagiaire et maintenant en mars 2018, donc tu as été promu CPO. Tu es également l'auteur de Product Belief sur Medium, qui est un condensé du meilleur des articles liés aux produits et design de la communauté française. Qu'est-ce qui t'a motivé à changer de parcours, puisque ingénierie à Toulouse, Airbus, c'est un peu la voie royale pour continuer dans le secteur de l'aéronautique? Mais là pour le coup c'est vraiment la passion, donc c'était vraiment, comme tu dis, un peu la voie de facilité d'être à Airbus, à Toulouse, etc. Et donc d'un autre côté, il y avait cette passion pour le design, notamment au début. C'est via le design que j'ai rejoint le milieu du web, comme on dit. Et donc en fait, je suis arrivé à la fin de mes études, donc au bout du cycle de 5 ans, et j'avais un stage à réaliser. C'était donc soit je retournais chez Airbus, où j'avais un super projet qui m'attendait, incroyable, sur des nouvelles technos d'impression 3D, sur des matières comme le titane, ou alors je tentais le truc dans le web et je voyais ce que ça donnait. J'ai eu la chance pour le coup d'avoir mes parents qui m'ont pas bridé, parce que je pense qu'il y aurait eu des parents qui auraient pu dire bah non tu vas à Airbus. Là ils ont bien vu que j'avais vraiment envie du coup de tenter le truc dans le web. Tu passes quand même 5 ans d'études d'ingénierie avant de te dire ok ouais. Bon je change le braquet. Bah en fait le stage c'était vraiment l'occasion rêvée de le faire, parce que quoi qu'il arrive c'était qu'un stage. L'école aussi pour le coup a été vraiment compréhensive et m'a pas bloqué non plus, parce qu'elle aurait très bien pu me dire bah non ça sort complètement du cycle de tes études. Ouais, du coup comment t'arrives à justifier le fait de faire un stage qui n'a rien à voir avec ton cursus? Bah là aujourd'hui j'ai pas besoin de le justifier, parce que finalement là où je suis arrivé c'est ce qui me plaît le plus, donc je vais en profiter jusqu'à ce que je me lasse, mais là aujourd'hui j'ai pas besoin de le justifier et nul doute que je trouverai un moyen de l'expliquer. Là t'as terminé de toute façon les études. Ouais là j'ai terminé depuis 1 an. C'est assez fascinant parce que je pense que t'es la 3e personne que j'interviewe qui a commencé des études dans un domaine et qui en cours de route soit s'est arrêté en disant hop je rétropédale et je pars vraiment dans le design ou dans le produit ou dans ce qui me plaît, soit finalement n'a tout simplement pas terminé ses études. Je pense à Kevin notamment. Ouais. Est-ce que c'est ton avis, est-ce que c'est un trait de caractéristique génération, ou est-ce que c'est juste que voilà les études à un moment donné on s'en fout, c'est pas ça qui fait ta personnalité? Je sais pas trop. Moi, de mon expérience, ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression que le produit, on y tombe un petit peu par hasard, parce que c'est un peu une multitude de plein de compétences qu'on peut retrouver dans un peu toutes les formations. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation pour devenir product manager. Enfin, à ma connaissance, il y en a pas. Mais par contre, typiquement, tu vois, le fait d'avoir fait une école d'ingénieur, ça m'a beaucoup appris sur toute la rigueur, sur toute la partie gestion de projet. Et donc, c'est un peu ça couplé à ma passion pour le design qui a fait qu'aujourd'hui, je me retrouve là-dedans. La partie gestion de projet dans ton quotidien, ça représente beaucoup ou pas? Ouais, ça représente beaucoup parce que c'est hyper important. On est à un stade, si tu veux, où on grossit pas mal. Vous êtes combien là, actuellement? Là, aujourd'hui, bah, tu vois, tu m'aurais posé cette question il y a 2 mois, je t'aurais dit on était 28 et aujourd'hui on est 48. En 2 mois, vous avez fait... Ouais, en fait, on est vraiment sur une période où on a beaucoup recruté. Vous fonctionnez comment? Par batch ou pas? Ouais, on fonctionne par batch. D'accord. Par batch. On essaie de grouper un peu toutes les OP RH du coup entre les sales de market. On a un pôle communauté chez nous et le reste de la boîte avec le produit et la tech quoi. Ça m'intéresse l'onboarding. Comment tu fais toi l'onboarding dans l'équipe produit? Ouais. C'est quoi? C'est une présentation générale sur la vision, comment on est structuré? Nous l'onboarding, il y a pas mal de trucs. Premièrement, donc il y a déjà il y a quelqu'un qui nous a rejoint un pôle communauté qui a pas mal processé tout ça, parce qu'on était un peu charrette avant ça.
mais de manière générale au sein de la boîte. Et donc là, si tu veux, il y a pas mal de trucs. Déjà, il y a ce qu'on appelle le vie ma vie. Donc en fait, on va envoyer la nouvelle personne passer 30 minutes avec plein de métiers différents de la boîte pour un peu découvrir leur quotidien. C'est 30 minutes? Ouais, 30 minutes à peu près avec 5-6 personnes, métiers différents. Après, bien sûr, quand la personne arrive, moi je la prends 2 heures, voire toute la matinée pour la briefer. Donc bien évidemment sur toute la partie vision, mission de Crème de la Crème, mais aussi sur toute la partie fonctionnement interne, comment on travaille, notamment comment nous on travaille avec la tech, comment on travaille avec toutes les équipes qu'il y a au sein du produit aujourd'hui chez nous. Et enfin, il y a un troisième truc qui est tous les C-level de la boîte présentent, si tu veux, leur vision à leur échelle de leur pôle à tous les nouveaux. Ça dure combien de temps? Tout ça, c'est réparti sur la première semaine. D'accord. En fait, comme on fonctionne par batch, ça nous permet, si tu veux, pour toutes les présentations de C-level, de prendre les 5 nouveaux de cette semaine, enfin les 2, 3, 4, 5 nouveaux de cette semaine, et de leur faire la présentation et de pas avoir à le faire 5 fois dans la semaine. Ouais, évidemment. On n'a pas présenté Crème de la Crème. Ouais. On fait l'exercice, je suis un nouveau qui arrive chez vous. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu peux me présenter Crème de la Crème et du coup ta vision à toi en tant que directeur produit? Ouais, ok, bien sûr. Aujourd'hui, Crème de la Crème, on met en relation donc une communauté de freelance sélective, donc qu'on a trié auparavant, avec une communauté d'entreprises du coup, de la même manière qui veut externaliser des tâches parce que ils ont pas le temps, ils ont pas les ressources en interne, ou alors tout simplement c'est des nouvelles compétences. Et ça c'est typiquement ce que nous on a aujourd'hui. C'est une génération de millennials qui travaillent sur des compétences nouvelles, comme du cross hacking, tout ce qui est du produit aujourd'hui, ou typiquement de la tech, notre cœur de métier quoi. C'est plus des profils jeunes du coup, côté freelance. Aujourd'hui on est sur la tranche, si tu veux, 25-32 ans. On va rester sur une génération millennials. On n'a pas de profil de plus de 35 ans. D'accord. Et côté entreprise, c'est quelle taille de boîte? Et côté entreprise, on a de tout, hein. On a pas mal de startups avec qui on travaille. Et on a aussi beaucoup de grands groupes. On a travaillé à jour avec plus de la moitié du CAC 40 typiquement, avec qui on fait pas mal de projets récurrents. Alors bien sûr, la typologie de projet n'est pas la même entre un grand groupe et une startup, ouais. Bien évidemment. Ouais. Sur une startup, on va plus être sur du ponctuel, quand sur du grand groupe, on va plus être sur du projet un peu plus long. Mais le scope est assez large, quoi. Et votre modèle économique, c'est quoi là-dessus? Aujourd'hui, on se rémunère via une commission sur chaque projet. Sur chaque projet. Ouais. Un projet correspond à quoi à peu près? C'est quoi? Un projet, c'est typiquement toi demain, t'as besoin d'un monteur pour tes podcasts. Et ben t'as pas cette compétence-là. Tu vas déposer un projet, typiquement un appel d'offres. En fait, on pourrait dire un appel d'offres sur la plateforme. Et tu vas avoir des freelances qui vont te proposer des devis en moins de 48 heures, quoi. Et comment tu te positionnes versus un Malte, par exemple? Ouais, en fait... Ou qui sont tes concurrents? On peut dire qu'il y a Malte. Malte est l'un de nos concurrents. Là où nous, on est différenciants, c'est que déjà, donc, on est sélectif. Donc, nos freelances sont triés. On n'accepte pas tout le monde. Et après, on n'est pas sur un modèle, si tu veux, de marketplace ouverte. Sur Malte, le process, c'est j'ai un brief en tête, je vais chercher mon freelance, je brosse des freelances. Nous, on n'est pas trop dans cette vision-là de broser des freelances parce que pour nous, justement, les freelances, on voit pas ça comme de la marchandise, comme on peut broser sur Amazon. Justement, c'est quelque chose que nous, on valorise, qu'on veut valoriser. Et donc, ça serait un peu les deux éléments différenciants par rapport à Malte. C'est intéressant parce que, c'est ce que j'ai vu de la vision Product and Community First sur votre site. Et ça me fait penser exactement à Comet, qui est la même, de ce point de vue-là, me paraît avoir la même démarche de, tu brosses pas les freelances, on met en relation les bons profils avec les attentes spécifiques de l'entreprise. Ouais, c'est Comet aussi est l'un de nos concurrents, donc eux ils sont plus axés sur tout ce qui est tech et data en l'occurrence. Ouais. Mais ouais, en effet, on se rapproche plus du coup de Comet sur cette vision communauté et produit. Et donc dans ton pitch, ta vision à toi, c'est quoi sur Crème de la Crème aujourd'hui et demain? Même moi, ma vision, c'est vraiment simplifier le quotidien des freelances dans un premier temps. Donc pour commencer par les freelances, hein. Donc leur simplifier la vie et qu'à terme ils aient, si tu veux, qu'une seule plateforme qui leur permette de gérer leur activité de freelance, parce que quand on parle de freelance, faut savoir qu'aux États-Unis en 2020, je crois, 50% des personnes seront freelance. Donc on parle aujourd'hui de businessmen, on parle de gens qui gèrent un business. C'est plus seulement des gens qui font ça dans leur chambre pour se faire un peu d'argent, c'est des gens qui vivent de ça, et donc ils vont avoir besoin d'une plateforme qui leur permette de gérer tout ça. Et côté entreprise, c'est vraiment simplifier tout ce workflow qui est super galère de prestataires, de trouver des prestataires,
leur simplifier la vie pour que aujourd'hui la communication entre les directions achats et les opérationnels soit simplifiée au maximum, quoi. C'est quoi les zones de friction côté entreprise que t'as identifiées? Aujourd'hui, tu vois, typiquement, les entreprises, elles ont pas mal de repères à travailler avec des agences. Donc nous, la friction aujourd'hui, elle est là. C'est remplacer les agences et la façon qu'ont les entreprises de bosser avec les agences. Ouais, c'est ça. Et la friction, du coup, elle est dans cette confiance qu'il faut instaurer via ton produit et via ta communauté entre du coup la personne qui est derrière son ordinateur, qui a l'habitude de travailler avec telle agence avec qui ils ont négocié un contrat à plusieurs millions, ou toi, petit site dont ils ont rencontré personne, à qui ils vont du coup déléguer cette tâche de trouver un prestataire, quoi. Et comment t'arrives à instaurer justement la confiance? C'est quoi pour toi les leviers pour mettre en place cette confiance avec ces corporates? Mais tu vois, c'est marrant parce que c'était vraiment le problème qu'a rencontré Airbnb au tout début, quand ils ont un peu posé les questions aux utilisateurs, pourquoi vous louez pas sur Airbnb? Il y avait cette friction par rapport au logement. Le fait que les photos soient pas qualitatives, typiquement, c'était un frein énorme pour les utilisateurs de réserver un appartement sur Airbnb. Nous, ça va être un peu la même chose, tu vois. Typiquement, mettre en avant des visages de notre communauté, c'est un levier énorme. Et après, bien sûr, t'as le produit. Quand tu utilises Airbnb, c'est d'une simplicité énorme. D'accord. Je suis fasciné par l'évolution du marché du travail, cette espèce de tendance de fond vers le freelancing. C'est quoi ton point de vue sur le sujet? Moi, mon point de vue, c'est que si on est fasciné aujourd'hui, on n'est pas paré pour la suite parce qu'à mon avis, notamment en France, on est qu'aux prémices de tout ça. On le voit déjà au Royaume-Uni où c'est complètement différent, où il y a beaucoup plus de freelance. Donc ça arrive progressivement en France, mais nul doute que la statistique sur les États-Unis que je t'ai dit précédemment, elle est flagrante, quoi. La moitié de la population active américaine sera freelance, quoi, dans 2 ans. On est en 2018, donc dans 2 ans. Aujourd'hui, c'est un tiers. Un tiers? Ouais, aujourd'hui, c'est 33%. Tout secteur d'activité confondu, j'imagine. Ouais, après, on dit freelance, mais auto-entrepreneur, quoi. Typiquement, j'imagine que dans cette statistique, un chauffeur Uber est comptabilisé comme freelance, quoi. Ok. Ça pose en fait des défis organisationnels pour les boîtes qui est juste énorme. Aujourd'hui, tu vois, en France, on voit avec nos freelances, c'est une galère l'URSSAF, c'est pas fait pour ça, c'est super galère. Quand tu dois déclarer ton activité auto-entrepreneur en plus de ton activité de CDI, typiquement ce qui est mon cas, je fais du freelance à côté de temps en temps. Je passe 2 heures à faire mes déclats parce que je comprends rien. Donc ouais, aujourd'hui, il y a un travail de fond qu'il faut reprendre. De manière générale, quoi. Et comment tu vois les startups justement qui se positionnent en accompagnant des freelances? Je pense à Shine par exemple. Mais ça c'est une super bonne chose parce que il y a un énorme frein sur déjà premièrement prendre son statut auto-entrepreneur. T'as plein de gens qui sont freinés par ça parce que c'est de l'administratif français, c'est galère, on n'y comprend rien. Et après c'est très bien de les accompagner aussi tout au long de leur activité quand ils commencent, notamment pour après bien sûr une fois que t'es lancé tu déroules. Mais c'est des startups dont cette communauté-là a clairement besoin, quoi. Comment toi tu vois l'évolution de l'offre de Crème de la Crème, sans nécessairement rentrer dans les détails, mais est-ce que c'est davantage justement vers l'accompagnement de ces freelances et des entreprises? Est-ce que c'est davantage de matching tout simplement? Enfin, où tu mets le curseur? Il y a un peu des trois en fait. Il y a clairement toujours gardé cet accompagnement au niveau des freelances parce que c'est ce qui a fait notre force depuis le début. Il y a 3 ans quand on a commencé, on a créé une génération de freelance qui n'avait pas l'intention de l'être. Il y a plein de gens qui aujourd'hui sont freelance parce que Crème de la Crème les a accompagnés là-dedans. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils gagnent leur vie exclusivement grâce à ça. Il y a aujourd'hui démocratiser aussi cette vision-là auprès des entreprises, ce qui se fait petit à petit, qui prend du temps bien sûr, mais qui se fait progressivement. Et bien sûr, la pierre centrale de tout ça, c'est du matching, donc sur lequel on planche déjà. Donc c'est vraiment faire matcher la bonne demande, la bonne entreprise avec la bonne compétence et le bon freelance, quoi. Ouais. Et pas seulement prendre ces composantes techniques, mais aussi tu vois typiquement prendre en considération quelles sont les aspirations de ce freelance là. Exactement. Quels sont le type d'entreprise, quel type d'entreprise l'intéresse, et de la même manière au niveau des entreprises, quoi. Ouais. C'est pas seulement un aspect technique, il y a beaucoup plus d'humains autour, quoi. Ton équipe produit, votre équipe produit, c'est combien de personnes à peu près aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 8 personnes. 8 personnes. On a 8 personnes. Réparties comment? Donc au sein du produit, on a 3 équipes. On va avoir donc tout ce qui est product management, où on a donc 2 product managers qui gèrent 4 squads donc de développeurs. On va avoir une équipe design orientée UI, où donc il y a 2 personnes. D'accord. Et enfin on va avoir une dernière équipe UX Research, donc composée de 3 personnes, qui elle est donc exclusivement focus sur faire tester, aller chercher des insights
Par exemple, une petite anecdote, en fait, chaque semaine, nous, on rencontre nos utilisateurs. Donc, chaque semaine, on a un focus group, on a des tests utilisateurs, où on va avoir de l'idéation, du design sprint. On a toutes les semaines, en fait, on a ces process-là, quoi. Ça, c'est toi qui l'as mis en place ou ça existait déjà? Ça, on l'a mis en place. Si tu veux, j'ai quelqu'un qui est là avec moi depuis un peu le début au produit et qui, du coup, est lead de cette partie UX Research. Il s'appelle Adrien. On a fait ça de pair. Et aujourd'hui, du coup, il y a tout le monde dans l'équipe. Ça commence à rouler et on est très satisfait parce que en fait, tu vois, typiquement, faire ça, investir sur cette research, c'est quelque chose qui est hyper dur à faire comprendre en France. Enfin, j'ai un peu cette... J'allais te dire, comment t'arrives à faire passer en interne le fait d'avoir autant de personnes dédiées à la recherche utilisateur? Mais en fait, c'est super simple. La research, si on le regarde de loin, c'est un investissement financier et c'est un investissement en temps. Parce que faire tester des choses régulièrement, ça prend du temps. Mais les bénéfices derrière, ils sont énormes parce que ça veut dire que quand tu vas shipper ton produit, tu vas pas avoir à faire une itération sur de la prod parce que tu auras fait tester sur du proto de manière hyper régulière et de manière hyper rapide. Donc tu t'assures en fait grâce à la research que quand tu shippes quelque chose, t'es dans le mille. Et nous c'est un peu notre vision. On n'est pas des bourrins de il faut shipper. Moi ma vision c'est beaucoup plus de shipper dans le mille et une fois qu'on y est, on sait que bien sûr il va y avoir des retours à faire notamment sur du bug, tu vois, des trucs que bien sûr on a pu oublier, qu'on n'avait pas vu. Mais on sait que 95% de ce qu'on a shippé, c'est bon quoi. Et donc là-dessus, c'est un discours qui est hyper intéressant, notamment au niveau de la direction, parce que tu vois directement les aboutissants quoi. Et tu minimises les risques. Ouais, tu minimises les risques directement. Et en plus de ça, donc il y a l'investissement financier sur lequel donc tu joues directement parce que via le temps, tu vas pas revenir sur quelque chose qui est en prod qui est hyper long. Et l'investissement donc directement de temps que tu mets à faire ta research, celui-là tu vas pouvoir le compresser typiquement via du design system. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a moins de personnes en UI qu'en research, oui. Parce que on a un design system qui est hyper fourni, hyper riche, qui nous permet donc de créer hyper facilement une maquette et de la faire tester dans la foulée en quelques jours quoi. On va revenir du coup sur le design system pour continuer sur la partie recherche. Tu dis donc toutes les semaines vous faites venir des utilisateurs, vous faites des tests. Concrètement, c'est quoi? C'est une pièce dédiée? C'est une pièce que vous bookez de temps en temps? C'est qui s'en occupe? Vous avez des ordinateurs, des téléphones? C'est quoi? Alors concrètement, aujourd'hui, c'est donc l'équipe research avec donc le product manager. On en a un ce soir. Typiquement, on a un focus group ce soir chez nous. Donc ça se passe, on fait ça sous format apéro. En fait, quand c'est un focus group, on fait venir donc entre 10 et 15 freelances chez nous. Si tu veux, après le travail, donc à 19h. Si tu veux, dans nos bureaux, on a une grande table d'une 20aine de personnes et donc tout le monde est parti. Qui s'occupe de sourcer les freelances? C'est au sein de l'équipe research. Ok, c'est eux qui font ça aussi. D'accord. C'est eux qui font le sourcing. Après, on a la chance d'avoir une communauté qui est incroyable, qui nous aime énormément, à qui j'espère qu'on le rend bien. Typiquement, on a une énorme base de données en fait. On utilise Notion pour toute notre gestion de projet. Et donc on a un tableau Notion qui est dédié, si tu veux, au recrutement de freelance quoi. Donc on sait qui a déjà été testé. Ouais, on sait qui a été contacté quand, qui est venu quand, pour éviter de toujours en fait solliciter les mêmes, parce que aujourd'hui en fait on paye pas pour faire la research. Nos utilisateurs ils aiment tellement Crème de la Crème que il y a pas d'incentive. Non, il y a pas d'incentive. Super. Ils viennent d'eux-mêmes en fait et donc on est très satisfait et c'est quelque chose sur lequel on capitalise énormément parce que c'est hyper pertinent et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avancer. Tu vois, typiquement aujourd'hui sur de la prise de décision au niveau du produit, il y a une énorme majorité des décisions qui sont prises en fait par les utilisateurs. Ils le savent pas, mais dans ce qu'on est en train de construire aujourd'hui, la part de prise de décision, elle est minimisée au niveau interne quoi. Il n'y a pas de guessing, c'est factuel, testé par les utilisateurs. Ouais, il y a beaucoup de ça. Après, bien sûr, il y a tout l'aspect business qui, bien sûr, rentre en compte, mais dans la priorisation notamment. Mais aujourd'hui, pour enrichir notre backlog, c'est exclusivement quasiment nos freelances quoi. Et ça, c'est accepté, validé en interne, même au niveau du C-level. Ouais. Le feedback, le verbatim utilisateur fait foi quoi. Aujourd'hui, les trois critères, si tu veux, pour prioriser chez nous, ça va être donc le retour utilisateur, donc l'importance de cette feature au niveau des utilisateurs, donc à la fois freelance et entreprise bien sûr.
il va y avoir bien sûr l'impact business de la feature et il va y avoir l'impact technique. Est-ce qu'on va être sur un cycle d'un mois ou est-ce qu'on va être sur un énorme projet qui va durer plusieurs mois, quoi. Sur le deuxième et troisième point, comment toi tu fais l'arbitrage, comment t'évalues? En fait, on score. On a via Notion pareil un tableau de scoring. Bien sûr, ça reste assez subjectif. C'est RICE? Oui, ouais, c'est ça. Et donc nous, si tu veux, donc on rentre ces 3 critères de 1 à 10. Ça nous sort un score de prio. D'accord. Sur 10, donc une moyenne. Et on a des paliers, donc de inférieur à 4, c'est pas important. Après, on va avoir 5, 6, ça va être small. 7, 8, ça va être medium. Et après, 9, 10, c'est large, quoi. Okay. On travaille comme chez chauffeur privé. Justement, c'est Rémi qui m'avait parlé de leur priorisation par taille de t-shirt. Oui. Donc, on a repris le truc qu'on a un peu adapté chez nous, mais ça marche bien, quoi. Ouais, le t-shirt sizing. Ouais. Ok. Notion. Alors, il faut savoir que je pense que t'es la personne dans l'écosystème produit qui a le plus exploité Notion. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ouais, aujourd'hui c'est très simple, c'est-à-dire que à la base Notion c'est fait pour du product management. Aujourd'hui chez Crème de la Crème c'est étendu à toutes les teams. La base de tout ça c'est qu'on a un tableau central où tous les projets de la boîte sont référencés. Donc typiquement les sales mettent leurs projets, la communauté met ses projets, etc. On met tous nos projets. Et si tu veux, de ça, on a énormément de filtres. Typiquement, je crée un projet, je vais mettre quelles sont les équipes qui sont concernées par ce projet, je vais mettre qui est assigné sur ce projet, qui lead ce projet, hyper important pour le bon déroulement du projet. Et la communication après, interne. Voilà. Ouais. Après, je vais mettre de la prio, etc., du statut in progress, etc. Et ça, tu communiques en interne, à tout le monde. Ouais. Et en fait, l'intérêt d'avoir ce truc central, c'est que donc ce tableau-là, il faut se dire qu'il est imbuvable. Là, aujourd'hui, t'as un tableau avec des centaines de lignes. Mais à part ça, à côté de ça, en fait, chacune des teams va avoir son espace sur Notion où ils vont avoir une vue filtrée de ce tableau. Donc typiquement, moi au produit, je vois que les projets qui concernent le produit. Donc directement, la liste est vachement réduite. Et dès que quelqu'un crée un projet, m'assigne, je reçois une notif. Ça me crée une carte dans mon board mes projets. Ce qui est très bien sur Notion, c'est que d'un tableau, je peux en tirer un board sous un format Trello. Oui. Je peux personnaliser comme je veux. Et je peux en tirer un calendrier. Et ce qui est incroyable, c'est que en modifiant la donnée à un point d'entrée, je vais la modifier à toutes les sorties qu'il y a tout au sein de la boîte. Donc si on est sur un projet à 10 personnes avec 6 équipes impactées et que moi je dis cette tâche-là elle est killée, toutes les personnes du projet vont automatiquement recevoir une notif qui va leur dire Antoine a killé cette tâche sur le projet X. Et donc en fait ça a fluidifié la communication non verbale de manière énorme. Ça date de combien de temps à peu près? Ça je l'ai mis en place il y a à peu près 2 mois. D'accord. Donc là c'est bien rodé. Bien sûr ça remplace pas tout, mais ça simplifie énormément. En fait les petites infos où on pouvait se dire auparavant pas besoin de la communiquer, ce qui était une erreur, aujourd'hui elle est communiquée toute seule. Et du coup les gens sont pas bombardés par les notifications? Non, parce que leur truc est assez bien fait. Si tu veux, tu choisis entre soit tu t'abonnes à la page et donc tu reçois des notifs pour tout, ou soit tu as les mentions et tu reçois des notifs quand tu es mentionné sur le truc. Mais quoi qu'il en soit, tu vas avoir un feed de notifs où il va y avoir toutes les infos. Après, c'est toi qui vois si tu vas être averti ou pas pour telle ou telle info. Dans la relation produit-tech, clair. Incroyable. Et si moi je suis commercial, je peux quand même avoir l'info de est-ce que ma feature que j'ai voulu est priorisée ou pas. En plus de ça, ça offre une transparence énorme parce que tout est ouvert en fait. Donc si moi je veux voir sur quoi taffent les sales à l'instant T, je peux le voir. Et au niveau du produit et de la tech, tu parlais de la communication entre les deux équipes. Oui. Ça réduit les temps de manière énorme parce que justement le fait en fait de pouvoir, si tu veux passer d'un tableau à un board, ça fait qu'aujourd'hui, typiquement pour la gestion de sprint, nous, on va rédiger toutes nos user stories sur un tableau qu'on va transformer en board pour les sprints en fait. Donc tu vois, dans notre tableau, on a une colonne sprint où on met est-ce que c'est le sprint 1, 2, 3, 4, si c'est une énorme feature bien sûr. Et après, ce qu'on fait, c'est juste on crée une vue qui nous dit tu filtres ça par sprint. Je veux voir que ce qui est filtré sur le sprint 1, ordonné par statut. Donc ça veut dire que je débute le sprint 1, j'ai toutes mes tâches to do qui sont déjà listées. Ouais. Et après j'ai juste mes colonnes in progress, done, review qui sont vides et petit à petit les techs passent les trucs. Enfin c'est fluide quoi. C'est quelque chose que tu peux partager en format template vide ou autre. En fait tout ça on l'a templaté en interne pour chaque projet. Du use case à l'epic, à l'user story, on a tout templaté. Bientôt c'est prévu là que je fasse un article justement sur tout ça sur Medium.
D'accord. Pour expliquer un peu tout ça, parce que clairement il y a un truc à faire avec Notion versus les Jira et Confluence qui sont des usines à gaz, qui sont tout le monde. Et donc justement le fait d'avoir un truc smooth couplé à la transparence que ça apporte à l'échelle de la boîte, nous c'est ce qui nous a fait changer. Ok. Pour continuer sur ta stack d'outils, est-ce qu'il y a d'autres choses ou pas que tu utilises? Ce qui est top, c'est que du coup ça nous a killé Trello, ça nous a killé Google Doc, ça nous a killé Confluence, ça nous a killé Jira au niveau du produit seul. Ouais. Après au design, on est sur du Sketch InVision. Au niveau du testing, on va utiliser Maze qui va nous permettre de faire en fait du test de proto à distance. Donc c'est tout simple, hein. Tu donnes une mission à ton utilisateur, tu lui dis ajoute un tel comme contact ou n'importe et ça va, tu vas voir tous ses misclics, tu vas voir ses taux en combien de temps il a réussi à réussir la mission, combien de misclics il a fait, où est-ce qu'il a cliqué, etc. Il peut commenter avec de l'audio et tout ou pas? Non, aujourd'hui non. Non, aujourd'hui non. Ok, d'accord. Et donc ça typiquement c'est pareil, un gain de temps. Sur de la petite unité à tester, tu vois, c'est hyper pratique quoi. Je lisais dans un de tes articles justement, moins tu as d'outils, plus tu es productif. Ouais, moi je suis un grand adepte de ça. La productivité c'est une obsession, genre ça va trop loin même peut-être. On retrouve l'ingénieur. Ouais, c'est ça, mais complètement. Et donc moi mon but c'était que mes équipes au produit ça soit simple pour elles. Justement on est passé donc je t'ai dit quand on a commencé à restructurer le produit, on était 3 dont Adrien, donc c'était février-mars, c'était mars. Là aujourd'hui on est 8, donc ça veut dire qu'il y a 5 personnes. Je compte pas le customer success qui travaille beaucoup avec le produit chez nous, donc notamment pour la remontée de feedback. Donc il a fallu trouver en fait une solution qui nous permette d'être hyper efficace, d'onboarder les gens hyper simplement et hyper rapidement. Et Notion ça a été justement le all-in-one tool pour la gestion de projet qu'on utilise quoi. C'est vraiment intéressant parce que c'est un peu la galère habituelle de comment tu fais pour centraliser tes feedbacks, communiquer. Enfin c'est sans fin. Mais tu vois encore un exemple. Demain j'ai un feedback qui remonte. Je peux le transformer en projet sur lequel je peux mettre mes use cases si ça devient tu vois mon feedback. Et c'est un feedback genre intercom ou autre, mail ouais, on est sur Drift. OK, c'est l'équivalent, ouais. Et donc un feedback, je peux le transformer en projet sur lequel je vais pouvoir mettre mon template de projet avec mes use cases, mes user stories, mes sprints, etc. Donc et tout ça sans avoir à dupliquer l'information, c'est-à-dire que j'ai pris le feedback et je l'ai transformé en quelque chose. Et donc j'ai rien perdu. Et il y a pas d'inflation de l'info aussi. Voilà. Ouais. Exactement. Ok. Et sur ta gestion de la roadmap, tu fais ça via pareil Notion? Ouais, exactement. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment le all-in-one pour la gestion côté produit. Vous avez un design system donc chez Crème de la Crème. Ça fait combien de temps que vous l'avez? Alors aussi riche que celui qu'on a aujourd'hui, ça fait 5 mois. Mais de manière générale, c'est quelque chose que j'ai mis en place petit à petit en arrivant. Donc ça fait plus d'1 an qu'on a quelque chose. Aujourd'hui, on a un truc très abouti, notamment parce que, si tu veux, je fais partie d'une communauté InVision Advisor qui, en fait, a accès à toutes les bêtas et notamment, ils ont un système de design system management, justement. DSM. Voilà, exactement, qui te permet de drag and drop tes éléments dans tes fichiers avec un fichier source qui est stocké dans du cloud, quoi. Et donc ça, pour toutes les équipes produits, ça permet d'avoir les mêmes composants. À savoir qu'aujourd'hui, typiquement, on travaille sur du Angular 5 au niveau de la tech, donc qui travaille par du composant aussi. Oui. Donc le lien entre les deux, il est tout de suite fait. Et c'était évident en fait que le design system, il fallait qu'il soit riche, abouti pour pouvoir aller vite, itérer vite. Ça, c'est toi qui as pris conscience de la nécessité d'avoir un design system parce que t'as ce côté process. En fait, venant du design, je suis très carré, très pointu. Moi, un pixel de trop, c'est vraiment un pixel de trop et je vais le voir. Tu pourras demander je suis pareil. À nos designers, je vais le voir et ça va m'énerver. Donc la raison, c'est parce que je me suis toujours dit, je peux pas envoyer un truc en tech qui est pas carré, parce que sinon derrière, si eux ce qu'ils font c'est pas carré, je vais pas pouvoir aller leur dire les gars vous avez abusé là. Une aparté, ouais. Est-ce que les techs ils te remontent le fait ton truc il est pas centré, il est pas cadré ou bah, ça du coup, passe les techs ils ont un œil design qui se développe quoi. D'accord. Donc forcément ouais, et puis commencer à avoir tu vois des recos UX, donc c'est génial d'avoir une relation comme ça avec ces techs. Et donc ouais, ça vient de là, c'est en fait si je modifiais un bouton à un endroit, ma conscience me disait il faut que tu ailles l'update partout. Et donc comme c'est excessivement chiant de faire ça sur toutes ces maquettes, la solution toute trouvée c'est le design system. Et donc c'est comme ça que tu commences, tu vois, tu fais tes premiers boutons, tes premiers states de boutons, et puis petit à petit t'en arrives aujourd'hui où t'as tout quoi. Aujourd'hui on a nos modales, on a les tooltips, on va avoir des organismes en mode
Atomic Design, tu vas avoir des organismes de formulaires où en fait tous les states d'input sont créés. Et donc si je veux un formulaire à 3 champs, je vais le chercher et après via Sketch, je personnalise les champs que je veux. Si je veux de la date, si je veux du mail, si je veux du nom, je le règle dans la colonne de droite de Sketch et mon organisme il est réglé. Ça veut dire qu'en 30 secondes, j'ai créé tout mon formulaire, quoi. Et ça, quel que soit le device, ou vous êtes web, desktop? Quel que soit le device. Les composants ont été faits de manière à être responsive, donc la gestion de la size s'adapte. Comment, alors c'est très spécifique, comment tu gères l'internationalisation dans un design system? Est-ce que c'est simple ou pas? Vous êtes sur 2 langues. Ouais, c'est super simple parce qu'en fait, dans notre design system, tous les textes sont en mode label, c'est-à-dire que ils sont pas contextualisés. Donc on va les contextualiser une fois intégrés dans la maquette, quoi. D'accord. Donc le design system est hyper générique, c'est vraiment du label et après via Sketch on met ce qu'on veut. Ça pète jamais? Non. Ah ouais. Bien. Ok. Ah, parce que moi le nombre de fois où ton design il n'est pas adapté à la version allemande ou espagnole ou j'en sais rien. On essaye de... Je suis chiant du coup avec toute la partie wording sur ça parce que on contraint le truc beaucoup, mais ça fait partie du jeu. C'est combien de temps de travail pour arriver à ce niveau-là? C'est beaucoup de temps de travail. Est-ce que vous avez des personnes qui s'occupent de ça, ou en partie dédiées à maintenir le design system ou pas? Les designers en fait et les UI designers sont clairement aujourd'hui les garants de ça parce que c'est leur outil en fait sans s'en rendre compte, c'est leur outil de travail majoritaire au quotidien. Donc la consigne c'est dès que tu as un nouveau composant que tu as fait, tu l'ajoutes au design system pour en faire profiter les autres et après en fait de manière automatique dès que toi tu updates un composant, il est updaté chez les autres. Donc, il est updaté chez tout le monde. La maintenance elle est hyper réduite. C'est intéressant parce que vous avez réglé, en gros là ce que tu me dis, c'est que vous avez réglé la question de l'automatisation et de la normalisation, qui sont un peu les 2 premières étapes indispensables au design system. Quand on va vers des lectures un peu plus poussées de ce qu'est un design system, c'est la notion de langage. Ouais. Comment ta marque elle s'affirme, quel est le langage qui est utilisé par ta marque via ce design system. Qui est garant de cette cohérence-là? C'est toi? C'est les designers? Est-ce que c'est collégial? Il y a le modèle centralisé, une personne omnisciente, ou est-ce que c'est du collaboratif? Au niveau, tu veux dire, du discours et du ton qu'on aborde sur le produit? Et ou même de la possibilité offerte ou non d'amener des nouveaux éléments, d'amener des modifications. Tu parlais des modales, par exemple. Ouais. Donc, pour ce qui va être de la technique et d'ajouter un élément techniquement sur Sketch, ça va être le design qui va gérer ça. Après, pour tout ce qui est du coup le wording, le ton, le discours, ça en fait, ça va être dans un premier temps géré par le product manager et les designers. D'accord. Et ça va être, si besoin, checké par le pôle brand qu'on a au sein de Crème de la Crème. Notamment pour tout ce qui est site public où bien sûr c'est primordial. Ouais. Vous intégrez déjà des éléments le wording fait aussi partie du design system chez vous? Aujourd'hui, ça fait pas. Si tu veux, il y a beaucoup de choses qu'on va shipper sans avoir consulté le pôle brand, que c'est minime. Mais typiquement, dès qu'il y a un message, tu vois, imaginons demain, on fait un process on refait un truc de création de brief, imaginons, où on veut mettre des conseils pour les utilisateurs. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire valider. C'est pas quelque chose qu'on va pousser directement en prod, ouais. Où on va mettre du placeholder et on va dire là, il y a la possibilité de mettre un message. Nous, on pense que tel message, il est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous mettriez? À vous de jouer, quoi. D'accord. Et ça, c'est via Notion, tu vois. Encore une fois, c'est juste dans le flow de gestion de projet. En haut de chaque page Notion, on a un board avec toutes les tâches. Et donc, il y a la tâche wording, par exemple, où on va dire, tiens, Thibaut, est-ce que tu peux me checker ce wording pour telle page? Bam. Une fois que c'est validé, ça passe en done. Est-ce qu'il y a des meet-up ou est-ce que vous organisez des réunions pour aider d'autres boîtes à monter en compétence sur les design systems? Non, aujourd'hui on fait pas ça. Ça vous intéresserait pas d'en faire ça? Je pense que c'est un sujet, c'est un peu compliqué d'aborder ce truc-là. Ça peut, à titre personnel, ça peut éventuellement m'intéresser. Ouais. C'est aussi un sujet d'article que j'ai dans les cartons. Okay. Après, je pense qu'il y a beaucoup de contenu déjà qui existe sur ce domaine-là. Après, c'est le retour d'expérience en fait. Okay. À quel point tu t'es pris un mur en faisant ça et parce que effectivement, après une vision à breuve. Tous les Américains, les Airbnb & Co, tout le monde t'alimente là-dessus. Maintenant, c'est comme Spotify, tu vois, l'organisation en squad, c'est facile de se dire que... Ok. Tout à l'heure, on a parlé du testing, mais côté freelance. Vous faites aussi du testing entreprise. Ouais. Comment vous arrivez à gérer de faire venir les boîtes chez vous? Est-ce que c'est compliqué, déjà? C'est plus compliqué. Déjà, aujourd'hui, là, on a pas fait venir en physique de gens chez nous. Aujourd'hui, ça se contente à du call, typiquement. Il n'y a pas eu d'entretien en physique chez nous. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place.
avec donc des entreprises qui sont utilisateurs de notre produit de manière hyper récurrente. Est-ce qu'il y a des entreprises avec qui vous travaillez bien justement? Ouais, on travaille beaucoup avec Accor Hotel notamment, avec qui on a réalisé à ce jour un bon nombre de projets. D'accord. T'es rentré en tant que stagiaire chez Crème de la Crème pour évoluer au poste de CPO. C'est quoi selon toi les qualités nécessaires pour être un directeur produit? Alors je dirais premièrement la communication, à savoir le produit. Pour moi c'est vraiment le lien entre un peu tous les métiers de la boîte. Donc déjà communiquer. Et aller chercher du coup les infos, enfin les communiquer dans les deux sens. La rigueur, pour moi c'est hyper important. Enfin après ça dépend de quel genre de produit tu as envie de mettre sur le marché, mais nous on a envie de mettre quelque chose qui représente notre vision. Donc notre vision c'est l'excellence, donc on est obligé d'être pointilleux sur ça. Comment ça se traduit? Ça se traduit? Ouais, l'excellence. En interne, c'est ce que je te disais, typiquement c'est de la gestion de projet qui soit hyper efficace et hyper cadrée quoi. C'est pas de perte d'infos, c'est sur les maquettes, c'est faire du pixel perfect, comme au niveau de la tech, avoir des composants qui soient nickel et qui matchent parfaitement avec le design system. C'est plein de choses, plein de petites choses assemblées une à une qui font quelque chose de cohérent. Et comment fonctionne l'évaluation pour vérifier que vous maintenez ce niveau d'excellence-là? Les product managers on est en train de développer une feature. Toutes les semaines, il y a une review à la fois design et avancement qui est faite donc avec la tech. Et après, bien sûr, une fois que la globalité du produit, de la fonctionnalité qu'on veut shipper est prête, là il va y avoir du QA, il va y avoir de la review design globale qui va être faite pour s'assurer que c'est bien harmonisé avec le reste du produit, etc. Tu fais des one-to-one, des points réguliers avec les gens de ton équipe. Ouais. C'est quoi ton organisation d'équipe et la gestion de ta vie de ton équipe? C'est assez simple. Déjà je fais beaucoup confiance aux gens parce que j'aime travailler comme ça, parce que j'aime que mes supérieurs soient comme ça, que on me laisse les responsabilités et qu'on me donne la confiance de faire ce que j'ai à faire. Et bien sûr, si je le fais mal, par contre, là, il y a toute la légitimité à me dire que ça va pas. Et donc, comment ça se matérialise au quotidien? Donc, les 3 équipes, je les vois une à une le vendredi pour faire du coup une review de la semaine, définir les objectifs de la semaine prochaine. Et je les vois le lundi. C'est plus en mode kick-off. Donc, on reprend ce qu'on s'est dit le vendredi. Le week-end est passé, on reprend ce qu'on s'est dit le vendredi. Et donc, c'est en kick-off. Ok, donc cette semaine, on a ça. On est bon. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose pour dérouler? Et voilà. Ok. Vous avez des OKR ou l'équivalent? Ouais, on est sur des OKR par quarter. D'équipe ou individuel aussi? Comment ça marche? Boîte, team, sous-team et individuel. D'accord. Les tiens, c'est quoi? Alors moi, là du coup c'est la bonne période parce que c'est fin juin, début juillet, donc Q3 arrive, donc on est en plein. D'accord. Plein OKR. Donc moi, les miens, donc il va y en avoir beaucoup sur du management, bien sûr. Il va y en avoir beaucoup sur du product management à l'échelle globale. C'est les deux grands axes. D'accord. Et après, il va y avoir de la communication. J'ai tout un OKR sur de la communication à la fois interne et externe. Oui. C'est mes 3 grands OKR. T'es nouveau dans ce rôle de directeur produit. Comment tu te formes au management? Comment tu apprends? C'est une bonne question. On se forme un peu mutuellement au sein de la boîte parce que si tu veux tous les 6 levels, on est un peu dans le même bateau. D'accord. Donc il y a un peu ce radeau de le radeau de la méduse. Ouais, voilà. D'accord. Et donc on partage tous nos tips mais en fait tu vois même nos fondateurs sont jeunes hein. Le CEO a 25 ou 26 ans donc on est tous dans le même bateau et on rencontre beaucoup de gens. Moi je me suis beaucoup formé au product management en rencontrant des gens qui étaient dans ce milieu-là depuis plus longtemps que moi. Ouais, rien ne vaut le retour des autres. Hein. Ouais, clairement. Après tu l'adaptes bien sûr à ton modèle mais oui, ta philosophie, ta vision, tes propres Qu'est-ce qui est selon toi le plus difficile dans le management des gens? Les gens. Ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est les gens, c'est faire en sorte que il y ait cette osmose au sein de ton équipe et que les gens gardent la motivation, que tout le monde soit toujours drivé dans cette même vision. Pour moi, c'est ça le plus challengeant. Ouais, pas forcément le plus dur, mais le plus important et donc le plus challengeant. Est-ce qu'il y a des gens dans le monde du product management qui t'inspirent? Ouais, j'avais alors, je me souviendrai pas du nom, mais j'avais assisté à une conférence d'un product manager de chez Dropbox, justement. Je me souviendrai plus du tout du nom. Ouais. Et j'avais trouvé ça incroyable. Après, bien sûr, il y a
Il y a Joey Gebbia de Airbnb qui est un modèle. C'est des gens qui t'inspirent Ouais, dans... Lui clairement c'est quoi qui te marque chez lui? Chez lui, bah justement, c'est cette façon de communiquer, cette façon d'être serein. Quand tu regardes des conférences de ce gars-là, tu te dis ouais, mais mon métier il est super facile en fait. Le mec il doit avoir des équipes produits avec je sais pas combien de centaines de personnes et leur produit est incroyable. Enfin moi quand on me demande un produit de référence, c'est Airbnb, c'est Airbnb, il y a aucun doute là-dessus. Et c'est un peu ça au sein de toute notre boîte, tu vois, quand tu parles de branding à Thibaut chez nous et tu lui demandes sa référence, ben il va te dire Airbnb aussi, ouais. Parce que c'est fabuleux quoi, c'est la perfection. T'as l'impression que les mecs on fait ça sans se casser la tête quoi, alors que tu sais très bien que c'est pas vrai quoi. Ça me fait penser une fois chez Apple, on avait rencontré un VP de chez Danone qui disait chez Apple c'est rigolo, vous me faites penser à un canard. Ok, d'accord, pourquoi? Parce que à la surface de l'eau vous êtes stoïque, tout calme, et sous l'eau vous avez les deux pattes qui n'arrêtent pas de remuer dans tous les sens, et c'est ça. Bien vu. Ouais. Et Airbnb, je pense que c'est exactement la même logique, ouais. T'as été entrepreneur, ou tu entre guillemets. Ouais. Ce que tu mettais en avant, en tout cas, quand je parcourais un peu les sites web, c'est que t'as énormément appris de ces expériences-là. C'est quoi que tu retiens de plus marquant? Ce que je retiens de plus marquant, c'est faire les choses dans l'ordre. Ça va être ça. C'est, tu vois, quand j'ai fait Fluency, je l'ai fait comme ça venait, parce que c'était vraiment le début, et c'était normal en fait. Je connaissais rien. C'était ma première expérience un peu tout seul à côté de mes études à faire un projet produit tech et c'est incroyable de voir la différence entre ce projet-là et Readme. Et c'est aussi incroyable de voir la différence entre les résultats des deux. Tu vois, Readme par exemple, ça a été fait dans l'ordre, c'est-à-dire que il y a eu du design, il y a eu de la réflexion et après il y a eu de la tech. Ça n'a pas été fait comme Fluency où c'était du design directement sur de la prod, tu vois. D'accord, ouais. Donc ouais, moi ça serait faire les choses dans l'ordre, c'est mon plus grand enseignement quoi. Et sur la notion de trouver son marché? Ouais. Bah ça aussi c'est pareil, tu vois. Fluency en fait, il y avait pas de marché, c'était via une passion. Ce truc a été fait parce que j'étais passionné de photo et que je me suis dit vas-y, je fais un blog, bon vas-y, je le partage à d'autres gens et on en fait un réseau social. Readme, ça a été fait, j'étais en école d'ingé. Je te raconte pas la gueule des CV des ingénieurs. C'est horrible. Et donc là, je me suis dit, il y a un truc, quoi. C'est ça, c'est la motivation initiale. Ouais. Je me suis dit, là, il y a un truc. Et en plus de ça, je voyais que notre école, elle mettait des ressources à nous apprendre à faire un CV. Tu vois, on avait X heures sur le semestre pour faire notre CV pour le stage qui arrivait. Et là, je me suis dit, putain, mais ça n'a pas de sens, quoi, parce que on nous met des heures de cours où on paye quelqu'un à nous apprendre à faire un CV et le rendu est nul. D'accord. Et donc là, voilà, j'aime le design. J'étais le seul à avoir un CV beau dans la classe. Tous mes potes voulaient que je leur fasse leur CV. Tout le monde vient de voir en disant est-ce que tu peux pas le faire quoi. Ouais. Oh my god. C'était tout trouvé. T'étais le designer dans une école d'ingé toi. Ouais, j'étais celui qui faisait les PowerPoint, tu vois. Ouais. Merci beaucoup Antoine. Bah avec plaisir. Voilà, c'est tout pour la French Touch. Encore merci à Antoine pour son temps et pour son retour d'expérience. Merci à vous d'avoir écouté. Je tiens à préciser que l'épisode n'est pas du tout sponsorisé par Notion. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la French Touch sur votre application mobile préférée. N'oubliez pas de laisser un avis, 5 étoiles de préférence sur iTunes, Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Vous pouvez aussi m'aider à améliorer la French Touch en m'envoyant vos feedbacks ou vos suggestions directement sur Twitter, @lafrenchtouchfm. Retrouvez tous les liens évoqués par Antoine dans cet épisode directement sur le site, sur www.lafrenchtouch.fm. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Qui s'occupe de sourcer les freelances? C'est au sein de l'équipe research. Ok, c'est eux qui font ça aussi. D'accord. C'est eux qui font le sourcing. Après, on a la chance d'avoir une communauté qui est incroyable, qui nous aime énormément, à qui j'espère qu'on leur oula. Ouais, c'est le bug habituel. Ouais, non, c'est un enfer. J'espère qu'on leur le rend. Ah, c'est un enfer. Qu'on le leur rend. Tant pis, je l'ai. Vas-y, je l'ai. Qu'on leur rend bien. Ouais. C'est simple. Attends, on va reprendre depuis l'apéro. Donc vous avez, c'est les UX researchers qui s'occupent de sourcer les freelances. Ouais, exactement. Donc on fait venir, quand on fait des focus group notamment, entre 10 et 15...
tu vas sortir. C'est un enfer,